Aujourd'hui à la révision des comptes, Cody Rhodes apprend à la dure qu'il est à la WWE, Priest devient Damien, Sonya devient Deville et les Usos envoient un message à RK Bro. C'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Bienvenue tout le monde dans le studio B de C'est juste de la lutte, je suis Benny Money. Aujourd'hui, je fais un test avec vous, une toute nouvelle version de la révision des comptes, plus courte, un peu plus condensée. Donc dites-moi en commentaire ou avec des pouces en l'air, des pouces en bas, si vous avez aimé ou non cette nouvelle version. L'épisode 1507 de Raw était présenté au Little Caesar Arena à Détroit, au Michigan, et c'est Miz TV qui lance les hostilités. On a mis une grosse emphase dans le vidéo d'ouverture sur la promo de Cody Rhodes de la semaine dernière, son match à WrestleMania et à quel point il veut remporter le titre pour l'honneur de son père. C'est Jerry Lawler qui remplace Corey Graves parti en voyage de noces. Et Miz présente son invité en se demandant si vraiment Cody Rhodes peut le battre ce soir, lui qui se considère meilleur que Seth Rollins. Cody Rhodes fait son entrée, nouvelle entrée où il sort directement du milieu, mais cette fois les pyrotechnies passent vraiment proche du brûle à la face tellement ça pète proche de son nez. Miz demande à Rhodes s'il veut l'upstager avec son entrée spectaculaire, lui disant que si c'était pas de son nom de famille, il serait pas un fils de plombier, mais juste un plombier. Ce à quoi Cody réplique que Miz n'a aucunement changé depuis les 6 dernières années, toujours aussi arrogant, fatigant, contrairement à lui qui, en 6 ans, a changé et maintenant est prêt et sait ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire gagner la ceinture universelle de la WWE. Mais premier accro, Miz lui explique que ce n'est pas une ceinture à la WWE, parce qu'une ceinture, ça sert à tenir tes culottes. C'est plutôt le titre universel unifié de la WWE. Cody s'en fout parce que lui, il est prêt à battre n'importe quel lutteur de la compagnie. Ce à quoi Miz est encore obligé de le rabrouer, puis lui dire « Hey, ici, ce n'est pas des lutteurs, ce sont des superstars. Hey! » Mais Miz est très fâché du fait que Cody Rhodes lui a volé la vedette sur les réseaux sociaux après WrestleMania, lui qui s'est débarrassé des Mysterio et de Logan Paul à lui tout seul. Malheureusement, tout le monde voulait parler du retour de Cody Rhodes, ce qui l'a choqué énormément. Alors Cody a tenté de le calmer en lui disant qu'il respectait The Miz pour tous ses accomplissements. Il est prêt à affronter Seth Rollins n'importe quand dans un rematch de WrestleMania, mais puisque The Miz rend les choses tellement personnelles, ça va lui faire plaisir de l'affronter et le battre 6 ans après son dernier match à Raw. Donc, que le meilleur gagne. Miz essaie d'attaquer Cody par derrière, mais Rhodes le garroche en dehors du ring pour terminer le segment. Très bon segment pour commencer cet épisode de Raw. Cody et The Miz ont très bien joué l'un et l'autre. On a senti qu'il y avait une bonne chimie entre les deux. La foule était vraiment embarquée derrière Cody tout le long du segment. Le seul problème, c'est que le match aurait dû avoir lieu tout de suite après. La foule était grunkée. Et là, on a senti qu'on était refroidi. Et le match est venu 1 heure plus tard. Ça a comme pas levé autant qu'on avait l'impression que ça aurait pu. On pensait que Veer Mahaan allait affronter Rey Mysterio, mais non. C'est Dominic, tout seul comme un grand, qui affronte Veer. Et quel succès! Hop là, il y a un 2 minutes de catastrophe pour Dominic, qui affronte Veer, le nouveau Bearcat Lee, c'est-à-dire celui qui crie tout le temps pour faire des moves pas tellement impressionnants. Victoire en 2 minutes de Veer Mahaan. Et à la fin du match, alors qu'il applique sa clé de tête cervicale, Dominic abandonne en panique et Veer ne lâche pas la prise, recommence et recommence et recommence, tellement que Dominic est transporté en civière et en ambulance pour des maux de tête. Oh, que c'était pas bon ça, que c'était pas bon. Veer Mahaan qui est le même maudit personnage que tous les autres personnages qu'on a vus dans le même rôle, comme Umaga, comme Bearcat Lee qui criait « Rah, rah ». C'était pas bon. Et on y croit pas, on n'est pas derrière lui, on s'en fout. Tant mieux, les gens étaient presque heureux, mais on voulait le huer parce que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est juste pas bon, c'est pas bon. 1,25$. Prochain segment, AJ Styles qui affronte Damien Priest, et plus tôt dans la journée, AJ Styles était en entrevue avec Sarah Schreiber quand Damien Priest passait par là.
Et AJ est en train d'expliquer à Sarah qu'il a très peur. Très peur de ce que Damien Priest et Edge provoquent en lui. Et il a peur de comment il va agir. Et comme de fait, il attaque Damien Priest. Il lui saute dessus. Les officiels viennent les empêcher d'aller plus loin. Donc, Damien Priest, lui, de son côté, nous explique qu'il va faire subir à AJ son jugement dernier et que ce sera sa façon de prouver sa loyauté envers Edge ce soir. Eh bien, le match commence et AJ a complètement le dessus avant de se faire rentrer dans le poteau et de devenir All Elite. Par la suite, Priest a le dessus, il donne des petits coups de pied arrogants et ensuite vient pour tenter son Hit the Lights, son Reckoning ou son Crossroads, dépendamment du nom qu'il veut y donner. Mais AJ renverse avec le Pele Kick et là, Priest finalement fait tomber AJ en bas du ring au moment du Phenomenal Forearm quand il se place un genou au sol en plein milieu du ring. Et là, les lumières s'éteignent tranquillement. Tout devient bleu. Et Damien Priest devient une créature maléfique. Avec un gros spotlight bleu sur lui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Qui s'est dit que ce serait une bonne idée de finir ça comme ça? On va leur laisser encore le bénéfice du doute. Mais à date, on peut pas dire que c'est un grand succès. Ça mérite quand même 2 piastres et un passif. Prochain match, nous avons The Miz qui affronte Cody Rhodes et Seth Rollins fait son entrée au son de la cloche. Question de venir regarder l'action de plus près. Pas un très grand match entre les deux. Cody va même se fâcher à un moment donné du match un peu plate qu'ils sont en train d'avoir pour reprendre le dessus et redemander à Miz plus d'action, plus. Finalement, prise en 4 appliquée par The Miz que Cody va renverser dans un élan très dramatique et ensuite The Miz dans un élan très dramatique. Lui aussi va aller chercher les cordes pour se sortir de la prise, mais ne pourra pas se sortir du Crossroad. Et victoire de Cody en 11 minutes 52. Pas un grand match entre Cody et The Miz. Tu vois que le style de la WWE, c'est ça, hein? Il faut que tu te formates, puis c'était très, très formaté avec des rest hold, puis la prise en 4. C'était... on aimait mieux le style de WrestleMania avec Seth Rollins. Après le match, Seth Rollins est rentré dans le ring pour confronter Cody Rhodes. Il a dit qu'il a entendu les belles choses que Cody avait dit à son sujet, et même le mot « rematch ». Il explique à Cody que WrestleMania était une surprise et qu'il n'était pas prêt, mais la prochaine fois, il sera prêt. Et donc, lui propose Rhodes versus Rollins 2, ce que Cody accepte. Donc, le fait que les deux s'affrontent encore à Backlash, ça arrive vite, mais on va le prendre parce que tant qu'à avoir des bons matchs, aussi bien avoir des bons matchs. Mais pour The Miz contre Cody Rhodes, 3$ et c'était pas assez pour avoir un actif. Passif. Tommaso Ciampa a gardé son nom sur le main roster. Oui, mais il n'y a rien eu à faire, juste une petite entrevue avec Sarah Schreiber. Mais il a été coupé tout de suite par Ezekiel qui est venu lui dire « Hey, salut, je suis Ezekiel, je suis le petit frère d'Elias. » Mais là, Kevin Owens est arrivé pour dire « Non, ce n'est pas le petit frère d'Elias, c'est Elias. » Et là, Tommaso Ciampa, il a dit « Non, tu te trompes, il vient de me dire que c'est Ezekiel. » Et là, Kevin Owens a dit « Voyons, je suis le seul qui est encore sain d'esprit. » Match suivant, Liv Morgan qui affronte Naomi parce que, malheureusement, sa partenaire Rhea Ripley n'est pas là sous le protocole, selon Jimmy Smith. Donc, on entend un peu les mouches voler pendant ce match. Une série de roll-up comme à SmackDown. Et cette fois, c'est Naomi qui venge la défaite de Sasha Banks et l'emporte en 2 minutes 23. Oui, on oubliait que tu peux être encore sur le protocole. Mais heureusement, Naomi est allée venger la défaite de sa partenaire. Donc, tu sais, tout va bien. Mais ça méritait juste 2$ puis un passif. Segment suivant, c'est le VIP Lounge, où on s'attendait à ce que MVP nous présente Omos, mais non, c'est Bobby Lashley qui arrive avant la pause. Et malheureusement, il commence sa promo alors que nous, on n'a même pas fini notre pause à nous. Personne écoute le pauvre Bobby, même pas les mouches. Bobby en revient pas d'avoir été trahi par le seul homme au monde en qui il pensait qu'il pouvait avoir confiance.
Finalement, il demande à MVP et Omos d'arriver, mais ils ne viennent pas. Bobby leur dit donc qu'il va tout réarranger le MVP Lounge et là, c'est suffisant pour les faire sortir des coulisses. MVP dit à Bobby de ne pas être aussi émotif et de ne pas toucher au mobilier car sinon il va envoyer une facture de son avocat. Bobby demande alors « Pourquoi tu m'as trahi, MVP, mon maudit pas fin? » Ce à quoi MVP répond qu'il est en train d'apprendre à Omos à devenir un homme d'affaires et qu'il pourrait l'envoyer tout de suite, mais non. Il va attendre un gros match payant pour lui. Et pour lui expliquer tout ça, eh bien, il lui explique que dans la WWE, Bobby Lashley ne foutait absolument rien. C'était amouraché d'une Instagrammeuse qui capote sur TikTok. MVP a fait de Bobby Lashley le Almighty qu'on connaît maintenant. Mais Bobby n'est pas d'accord, dit que c'est MVP qui était revenu à la WWE pour mettre fin à sa carrière, mais comme d'habitude, il s'est accroché à une nouvelle vache à lait et que c'est pas grâce à lui qu'il est devenu champion de la WWE. Mais MVP n'est pas d'accord, dit que tout le passé, c'était grâce à lui. Mais c'est pas grave parce que le passé, c'est le passé et maintenant, il regarde vers le futur et il va faire en sorte que Omos prenne la place de Bobby Lashley au sommet de la montagne et devienne lui aussi champion. Parce qu'Omos, lui, sait qu'il a besoin de MVP. Et même si Bobby a survécu au premier match contre Omos, ce ne sera pas le cas dans le prochain. Ce à quoi Bobby réplique qu'une fois qu'il en aura fini avec Omos, il va s'attaquer à MVP. Avant de s'attaquer au VIP Lounge en garochant tout le mobilier par-dessus la troisième corde. Oh, Bobby s'en est sorti. In extremis, on pensait que ce serait une catastrophe. Tout le segment était très mal parti. Mais quand MVP est arrivé, puis là, on a commencé à sentir l'émotion entre les deux, la trahison. Ouh, ça a été sauvé. Puis MVP a joué un très bon rôle pour challenger Bobby, puis que les deux, tu sens que c'est viscéral. Oh, ils s'aiment pas. Alors, ouf! Sauvé de justesse. Ça s'en allait être une catastrophe, mais on peut mettre ce segment dans la colonne des actifs. C'est le moment du plaisir alors que les boys R-Truth et Tozawa et Reggie sortent du bachelor party qui était organisé pour leur mariage. Et là, ben, c'est la joie, on est un peu yellow. Quand Truth se rend compte que Reggie n'est pas avec Dana Brooke, puis là, il dit « Comment ça que t'es pas au party de Dana Brooke? » Puis là, Reggie dit « Ben non, c'est pas grave, elle est avec Tamina, y a pas de problème, tout va bien. » Puis là, R-Truth dit « Mais non, tu peux pas laisser Dana Brooke toute seule. Son titre, t'as 24/7, ça n'a pas de bon sens. Faut aller au party des bachelorettes. » Alors, un peu plus tard, on s'en va au party de bachelorette et on apprend que Dana et Tamina ont mutuellement fait le même party bachelorette et ont décidé de faire un pacte pour qu'il n'y ait pas d'attaque sur le titre 24/7 pendant le bachelorette. Mais une fois les mariages complétés, là, anything goes. Ben là, les Los Lotarios arrivent, toi. Et ils viennent faire la kiss cam sur les deux futurs mariés. Oh là là! Nikki Ash, elle, avait préparé une autre surprise, c'est-à-dire des danseurs. Et là, ben, les danseurs arrivent, mais là, Tamina trouve ça un peu louche. Elle arrache le linge du premier danseur et c'est un arbitre. Ah ben, Colin. Tamina, elle sauve Dana, lui disant « Non, c'est un arbitre, Dana, fais attention. » Nikki Ash tente le roll-up, mais Tamina enlève Nikki Ash de sur Dana Brooke, la glisse très difficilement le long du bord. Et finalement, les boys arrivent à la rescousse. Et là, R-Truth dit « Arrêtez tout le monde, arrêtez tout le monde. » Là, en tant que célébrant officiel, puis il nous montre son certificat, en tant que célébrant officiel, là, j'ordonne que toutes les attaques sur Dana Brooke pour le titre 24/7 ne soient plus permises jusqu'à la célébration du mariage qui aura lieu la semaine prochaine. Ah, ça, des fois, je sais pas, tu mets ton cerveau à off, puis t'es diverti. Mais philosophiquement, ce segment-là, c'est vide. Ça n'a aucun maudit bon sens. Mais, coudonc, j'ai comme aimé ça à l'intérieur de moi. Peut-être que ça m'a rappelé mon propre bachelor où j'ai été faire du patinage artistique à l'Atrium du Mille, la Gauchetière, et que tous les gens se sont tassés pour me laisser les projecteurs alors que je patinais comme ça au milieu sur la glace, alors que j'étais habillé en robe de mariée.
Dans le bureau d'Adam Pearce et Sonya Deville, Austin Theory demande à être juste Theory. Kevin Owen demande à ce que Ezekiel passe un détecteur de mensonges la semaine prochaine. Et Sonya Deville dit à Adam Pearce qu'elle a le contrat de la prochaine qui va affronter Bianca Belair. Eh bien, match suivant, Bianca Belair qui affronte Queen Zelina. Non, le titre n'est pas à l'enjeu. Dans un match assez facile pour Belair, qui squatte même son military press, elle y va du KOD pour aller chercher la victoire en 2 minutes 12. Après le match, Sonya Deville fait son entrée pour annoncer qui sera la prochaine à l'affronter dans une défense de titre. Donc, Sonya nous explique que c'était une grande victoire à WrestleMania et qu'il y a plusieurs lutteuses qui aimeraient l'affronter, dont Alexa Bliss et Carmella, mais Carmella, ils sont en voyage de noces, ils peuvent pas. Mais c'est pas grave, je sais que tu es une grande championne. Donc, elle lui propose un contrat ouvert pour quiconque est prête à l'affronter. Ce à quoi Bianca dit qu'elle est prête. C'est pas la IST pour rien. Donc, elle signe le contrat ouvert. Sonya est donc très contente. Nous annonce qu'une lutteuse exceptionnelle fera son entrée. On fait un roulement de tambour. Et Sonya Deville frappe Bianca Belair par derrière et signe le contrat. Adam Pearce arrive, il est tout fâché de la situation. Et là, plus tard, il va parler à Sonya en coulisses. Et là, Sonya va lui expliquer que non, ce n'est pas de l'abus de pouvoir. C'est en fait une figure d'autorité qui répond à un open challenge, tout simplement. Et, faut pas être jaloux, Adam, si Sonya Deville est encore dans son prime. C'était pas tellement subtil, on savait exactement où le segment s'en allait. Ça arrive peut-être un peu vite. Je comprends que Bianca Belair, il n'y a pas d'autres personnes qu'elle pourrait affronter. Elle est pareil comme Roman Reigns. Mais écoute, les autres femmes lutteuses sont où? On le sait pas. Ah oui, on le sait. Ils sont tous au mariage de Carmella puis d'Alexa Bliss. Puis là, après, ils seront pas disponibles. Ils vont être au mariage de Dana Brooke puis de Tamina. Ah, je te dis, ils sont toujours poignés. Toujours de quoi faire. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Prochain match, nous avons le RK Bro qui affronte Alpha Academy. Encore une fois, les titres ne sont pas à l'enjeu. Avant le match, Chad nous fait une promo pour nous dire que c'est à Détroit qu'il avait annoncé qu'il avait eu son Master's Degree avec un formidable 4.0. On dirait donc que son génie ne s'est pas propagé car les gens de Détroit ont l'air encore plus caves qu'il y avait l'air avant. Donc, on a entendu dire que les Usos voulaient devenir champions unifiés. Eh bien, Alpha Academy ne laissera pas les gars d'une autre brand prendre les titres. Et si ce n'était pas des distractions de WrestleMania, comme un certain Gable Steveson, le gars qui a une médaille d'or, mais a-t-il un cerveau en or? Je ne crois pas. Donc, ils ne vont pas laisser faire tout ça. Et avec la face d'Otis, on sait qu'ils vont être capables de battre RKO ce soir et faire un autre pas vers les titres de Raw. Malheureusement, c'est un échec lamentable. Un autre match classique entre les deux équipes qui se termine alors que Randy Orton serre le RKO sur Gable pendant que Riddle empêche Otis de venir sauver son ami. Si vous avez déjà vu un match entre RK Bro et Alpha Academy, c'était encore le même maudit match que d'habitude. Et j'avais été obligé de donner 3$. Mais est-ce que je peux mettre ça dans la colonne des actifs? Maintenant, ça commence à être redondant. Non, passif. Après le match, on voit un SUV Cadillac qui arrive dans le stationnement et c'est les Usos qui arrivent et viennent jusqu'au ring par la suite défier RK Bro. Randy Orton les accueille en disant « Oh, c'est le fun que Roman Reigns, le Big Dog, laisse ses bitches sans laisse. » Oh là là, les Usos sont pas tellement impressionnés, leur disent qu'ils sont les plus grands champions tag team de l'histoire de SmackDown et que naturellement, ils veulent défier RK Bro pour un match d'unification des titres. Ça fait capoter Riddle qui se dit « Oh my God, c'est pareil comme dans Avenger quand Thanos, il veut prendre les pierres de toutes les couleurs. » Puis là où Jimmy dit « Oui, c'est ça, nous autres, on a déjà les bleus. Puis là, on veut prendre les rouges. » Coup de théâtre, les Street Profits arrivent, disant que lorsqu'ils avaient défié le RK Bro, c'est Alpha Academy qui se sont insérés dans le match pour créer un triple threat à WrestleMania. Mais là, ils ont battu Alpha Academy, donc ils sont les aspirants numéro 1 au titre de RK Bro. Et
Il défie les Usos en disant que c'est eux qui devraient les affronter pour une unification des ceintures. Randy Orton, lui, a une meilleure idée et à cause de tout ce blabla, il suggère à la foule que les Usos et Street Profits s'affrontent immédiatement et la foule est très contente de ça. C'est donc le main event de la soirée, Street Profits qui affrontent les Usos et les Usos vont dominer largement Street Profits en début de match. Ils vont envoyer Angelo dans le coin tout près d'où Randy et Riddle regardent le match. Une petite confrontation et là, sorti de nulle part, Montez Ford les attaque avec un Topicon Hero de toute beauté pour ensuite danser et nous amener à la pause. Au retour, gros hot tag de la part de Ford qui domine les Usos, mais Jay va reprendre le dessus et s'élancer pour un Uso Splash sur Dawkins qui lève les genoux au dernier moment, permettant à Montez de s'élancer lui pour le From the Heaven. 1-2, non, Jimmy vient sauver Jay à la toute dernière seconde. Le combat se poursuit et les Usos vont appliquer le 1D sur Montez Ford pour aller chercher la victoire. Un 15 minutes 11 que la foule a grandement apprécié. Au moins, c'est un bon match pour terminer Raw, même si au début, ça avait l'air un peu de « Ah, on est en train de regarder le dark match qu'on n'est pas supposé voir », comme la semaine passée entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Là, il y avait comme un petit feeling de ça, vu que c'était les Usos qui étaient là, mais c'était un bon match. Les gens ont vraiment bien apprécié. Après le match, pour aucune véritable raison, Dawkins va tenter d'attaquer Riddle par derrière, mais les deux vont passer par-dessus la troisième corde. Randy va voir que Montez est encore sonné du 1D, lui sert un RK Bro, il est tout fier, mais là, les Usos reviennent avec un super kick et vont prendre les titres, les deux paires de ceintures, pour les exhiber fièrement au-dessus de Randy Orton. Après, les Usos ont envoyé le message clair. Voici ce qu'on aura de l'air si c'est nous qui gagnons les ceintures. Est-ce que ça va arriver ou pas? Je sais pas. C'est dur à dire, mais correct. Pas nécessairement le segment le plus créatif, mais ça a fait le travail. 3,75$ pour le match et je vais mettre ça dans la colonne des actifs. Pas la meilleure édition de Raw cette semaine où les matchs qui étaient annoncés n'ont pas eu lieu. La lutte était correcte sans plus, mis à part la finale. Et beaucoup d'affaires bizarres, comme tout le bout avec Damien Priest et la lumière mauve et tout. Des petits bouts divertissants quand même. Je donne donc un 2,5$ pour cette édition de Raw. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air ou pouce en bas si vous avez aimé ou non cette nouvelle formule. Vous pouvez toujours rattraper les dernières révisions des comptes de la semaine dernière juste ici. Et sinon, on se revoit mercredi pour une autre révision des comptes, celle de AEW Dynamite. Passez une bonne semaine et surtout, restez actifs. Benny is money, ay.